Bien souvent, au départ, je me rappelle, il y a encore quelques années, la cybersécurité, c'était un service qu'on rajoutait. Et quand on allait faire la promotion de ce service, même dans des grands groupes, l'idée et la première question qu'on avait, c'était pas qu'est-ce que ça va protéger, quels sont les bénéfices, mais combien ça coûte. Et en fait, souvent, ces grands groupes se disaient, on va continuer à fonctionner comme ça, et si on a une attaque ou si on a des difficultés, alors on reviendra vous voir. On voit que maintenant, et on l'a vu plusieurs fois depuis ces 2 jours et toutes les conférences, la cybersécurité est devenue un pilier essentiel de toute création d'infrastructures numériques, hein, et on parle même maintenant de security by design. J'aimerais accueillir virtuellement pour discuter de cybersécurité et plus particulièrement des enjeux pour le continent africain, Monsieur Christozome Nkumbi Samba. Je ne pense pas que ce soit... Ah, voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous Comment allez-vous? entends. Merci, je vous entends. On s'est croisés souvent Ben voilà, il pleut. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous donne la main et je vous laisse faire votre keynote. Et après, je reprendrai la main et inviterai le modérateur. Vous pouvez y aller. Je vous laisse. OK. En tout cas, merci pour cette invitation. J'aurais aimé que cela se passe en présentiel. Ben voilà, ça c'est la preuve que le monde a bien basculé, on a basculé dans le numérique. Mais pour la petite, avant de démarrer, peut-être un petit recul en arrière. C'est vrai que j'ai vu que donc Africa, c'était la 10e anniversaire. 10e anniversaire, on le fait en numérique. C'est aussi symbolique. Donc moi, je suis Chrysostome Kumbisamba. Donc, je suis un ancien de la francophonie dans le sens où j'ai passé donc l'essentiel de ma carrière au niveau institutionnel en tant que IT manager donc au sein de la francophonie. J'y suis resté jusqu'en 2014, donc à la veille de mes 50 ans. Et donc, je suis parti de la francophonie et puis suite à ça, ben voilà, j'ai été faire une formation en management de la sécurité des données numériques. Et au sortir, donc j'avais le choix où j'intègre une société, où je crée la structure. Donc j'ai décidé de créer la structure Africa Cybersécurité pour l'histoire. Donc aujourd'hui, donc pour cette keynote, en fait, j'ai pensé aller assez rapidement. Je pense que les schémas ils parlent plus qu'il n'en faut. Donc, je vais plutôt aller assez rapidement pour permettre effectivement qu'il y ait plus d'échanges avec la salle. Donc, pour soutenir mes propos donc, concernant l'état des lieux de la cybersécurité en Afrique, en fait, je pars donc du travail qui se fait au niveau de la Banque mondiale dans le cadre de la préparation du rapport 2021 sur le développement, où il est clairement dit que les données étaient suffisamment utilisées. Pourquoi j'utilise la donnée? Parce que tout simplement, Pierre-Noël l'a bien dit, tout au début, on parlait des infrastructures. Or, lorsqu'on parle de transformation digitale, puisqu'on parle de cybersécurité, donc de transformation digitale, en fait, il faut voir les 5 piliers qui la constituent. Il y a les infrastructures, ok, et tout à la fin, il y a la donnée. Ça suppose quoi en termes de cybersécurité? En fait, il faut une cybersécurité rattachée aux infrastructures et aussi une cybersécurité rattachée à la donnée. Or, pourquoi la donnée? Parce que la donnée, c'est devenu en fait l'enjeu stratégique. Au niveau de la Banque mondiale, les économistes l'ont dit. Et pour ce faire, donc, je vais partager mon écran donc, pour vous présenter le schéma que j'ai préparé. Donc, si vous me permettez, ça prend. Allez-y. OK. Voilà. Donc, vous voyez l'écran. Ce schéma, il est issu, si on peut le dire, de la note conceptuelle
du rapport en préparation à la Banque mondiale sur le rapport sur le développement 2021. Si vous pouvez le mettre en Et ce diaporama, rapport, il préconise... si vous pouvez le mettre en diaporama, on voit bien, mais ce serait encore mieux. Attendez. Diaporama, page de début. Là, ça va mieux? Oui, parfait. Là, on le voit mieux. OK. Donc, ce schéma, je l'ai pris parce que à lui tout seul, il illustre en fait toute la problématique qui nous lie en ce moment. Et puis, je ferai une discrétion vers les États, ce qui est fait au niveau des États. Mais en tout cas, au niveau de la note conceptuelle, on a ce schéma. Et ce schéma, dans la note conceptuelle, il préconise déjà une structuration des données, un schéma pour structurer les données. Et comme on peut le lire, la structuration doit placer les données au cœur des processus d'élaboration des politiques et amélioration. Et améliorer grandement le flux d'informations en vue d'une utilisation répétée par un large éventail des parties prenantes. On voit bien qu'il y a la donnée qui alimente les individus, la société civile, responsabilité accrue, et puis un développement au niveau de des politiques. Les mêmes données, effectivement, peuvent alimenter les gouvernements et les organisations internationales, toujours dans l'amélioration des politiques. Et les mêmes données aussi, effectivement, peuvent alimenter le secteur public pour un développement. Mais plus bas, en fait, la phrase, elle est bien significative. La mise en place d'un système de ce type comporte cependant des risques, notamment celui de voir les données faire l'objet d'un usage abusif dans le but de nuire. Or, lorsque j'entends le mot nuire, et si on cherche le synonyme de nuire, on peut trouver, je peux compléter cette phrase d'un usage abusif dans le but de nuire, d'affaiblir, d'attaquer, d'attenter, de baver, de calomnier, de combler, de compromettre, de contrarier, de contrecarrer, de déconsidérer, défavoriser, jusqu'à préjudicier, ralentir, retourner, ruiner, se tuer et s'opposer. Et lorsqu'on a mis donc en phase tous les synonymes que je viens de citer, et c'est là où justement intervient la notion de cybersécurité, puisque la cybersécurité, c'est toutes les mesures que je vais pouvoir prendre pour me mettre à l'abri des menaces venant du cyber. Or, tel qu'on le voit sur le schéma, on a des liens. Tenter qu'on supprime un lien. Déjà, ce que je voudrais dire, on parle de la donnée, bien sûr, mais la donnée, elle peut être ce que l'on entend des fois communément données issues du public comme du privé. Ça peut être aussi les données donc open data comme on dit. Sauf que la donnée, elle devient pertinente lorsqu'elle est corrélée avec des événements. Ce que je dis corrélée avec des événements, ok, donc on a une donnée et en fonction d'un événement, souhaité ou pas souhaité, eh bien, quelle action on peut mettre. Et c'est là où justement intervient la cybersécurité, puisque quand je sais que j'ai un objectif et que dans l'historique, je sais comment est-ce que cela fonctionne, en contournant cela, je peux arriver à ce que j'ai mis dans la partie nuire. Bon, maintenant, puisqu'on a le schéma, on peut le voir ensemble, tenter que les données ne sont captées que par les individus et aucune relation avec le gouvernement et le secteur public. Il y a une prise de position dominante. De la même manière que si les gouvernements et les organisations internationales n'ont pas accès aux données, il y a aussi en fait une prise de position dominante. Et ce qui se passe aussi avec le secteur privé, c'est la même chose. Si le secteur privé capte les données, les valorise, sans contrepartie pour les gouvernements, il y a prise de position dominante. Or, quel est le rôle des gouvernements? En tout cas, mettre en place des politiques publiques. Ce qui est dit, c'est que avec les données, les gouvernements, ils auraient la capacité, effectivement, de mettre en place des politiques efficientes
qui tiennent compte de la réalité. Et c'est ça aussi l'objet donc de la transformation digitale. Sauf que, qu'est-ce qu'on rencontre sur le continent africain? Donc, je passe donc au diapo suivant, où justement, en se focalisant sur les francophones, puisque c'est ce que j'ai étudié, qu'est-ce qu'on peut voir sur les 5 piliers qui constituent, si on peut le dire, la matrice de maturité en cybersécurité. On voit déjà qu'il y a, sur l'ensemble, il y a plus de rouge que de vert. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est tout simplement que les États africains aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ils sont en retard sur la question. On peut le voir sur les points verts, il y a 2 pays qui se dégagent, 3 pays. Il y a le Rwanda, le Maroc et l'île Maurice. Les autres, c'est plus du rouge que du vert. Ça suppose que ces États, en tout cas, ils sont en retard et rien n'est fait, enfin, même si ils le font, mais il y a beaucoup à faire. Donc, c'est ça qui me fait dire que aujourd'hui, il manque une prise de conscience, peut-être une prise de conscience du politique par rapport aux enjeux liés à la cybersécurité. Autant au niveau public, puisqu'on le voit, quand je dis niveau public, je vois aussi les instances au niveau de la banque, il y a une prise de conscience, mais au niveau des États, c'est balbutiant. Et comme c'est balbutiant, le retard, il est là. Et pour pouvoir combler ce retard, je pense qu'il y a des actions qu'il faut amener. Mais dans mes propos, je distingue bien, pour qu'on se comprenne bien, je distingue bien, puisque je reviens sur le schéma précédent, je distingue bien la partie infrastructure, ok, de la partie données. Et c'est pour ça que j'ai mis ce schéma-là qui évite en fait beaucoup de discours. Or, aujourd'hui, les discussions autour de la donnée, les échanges autour de la donnée, de mon point de vue, ils sont quasiment inexistants. Même si en Europe, en fait, on a mis le RGPD, mais pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent du RGPD en Afrique. Quand je dis équivalent dans le sens où le RGPD étant un texte protégeant le consommateur européen dans la perspective du marché unique européen sur le numérique, en Afrique, on a la zone de libre-échange qui se met en place, mais qui, de mon point de vue, au niveau identité numérique, protection des données, en tout cas, j'ai pas eu de retour j'ai pas vu passer des éléments dans ce sens. Je pense qu'il y aura en fait intérêt à ce que les gouvernements puissent s'y intéresser. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Concernant très bien, Christosome, on a bien compris la séparation entre les infrastructures et les données. Votre deuxième slide résume parfaitement bien l'état de l'Afrique actuellement et extrêmement précis. Je vous propose, comme je vous l'ai dit au départ, de rester avec nous. Et l'idée maintenant, c'est de discuter des stratégies et des actions engagées sur le continent africain. Donc j'aimerais pour cela passer la main à notre modérateur Ludovic Morinière, qui est directeur Afrique de l'Ouest et centrale pour le cabinet Bearing. On peut l'applaudir, Ludovic. Bonjour à tous. On n'entend pas les applaudissements Zoom, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire un jour. Non, merci beaucoup à ceux qui sont dans la salle, mais
Mais ce serait pas mal des fois permettre à Zoom de laisser applaudir les participants. On essaiera de le mettre en place. Outil On va essayer de le mettre en place pour l'année prochaine. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous d'être présents, virtuellement et physiquement. Merci à nos panélistes ici présents également. Je crois que nous avons tout le monde. Est-ce que nous avons 4 personnes qui sont censées être présentes? Est-ce que Zoom peut nous dire si tout le monde est là? Oui, alors bon, je vais commencer. De toute façon, a priori, je crois qu'il manque une personne, mais on va démarrer malgré tout. Alors, merci beaucoup. Donc, on va parler pendant 1 heure ensemble de cybersécurité et de regarder ensemble quelles sont les stratégies qui sont potentiellement suivies d'action et qu'est-ce qui a été engagé en Afrique ou qu'est-ce qui devrait l'être pour améliorer la cybersécurité en vue des enjeux, des challenges que les différents États et entreprises et administrations font face aujourd'hui. Donc, la cybersécurité, on en a parlé. On a juste un petit problème. Christosome, est-ce que vous pouvez enlever le diaporama, ce qui permettra d'avoir tous les panélistes sur arrêter de diffuser. Voilà. Ok, en fait, j'arrête de diffuser. Attendez. Ah ouais, c'est bon, on voit tout le monde, mais en effet, si on avait les 4 en grand écran. Là, c'est bon? Non, vous partagez encore votre écran, monsieur. Mais c'est votre écran qu'il faut arrêter de partager. Attendez, je regarde. Arrêter la vidéo, renommer, épingler la vidéo, masquer l'affichage du soir. Arrêter. OK. Wow, parfait. C'est fait. Bien. Donc moi, vous devez me voir normalement. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Et est-ce que vous m'entendez? Oui. Faites un signe de tête si vous ne voulez pas vous démuter. On vous voit bien en tout cas. Donc je reprends mon propos avant de vous présenter. Donc juste pour présenter la session, la cybersécurité transcende aujourd'hui les frontières et les stratégies de cybersécurité et ne peuvent être efficaces que si la coopération est forte entre les institutions, les États, les entreprises, les régions, que ce soit hors d'Afrique ou en Afrique. Et en Afrique, la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adaptée en 2014 à Malabo, tarde toujours à entrer en vigueur. Donc on va se poser un peu la question pourquoi et savoir quelles sont les alternatives et donc quelle analyse faire de ces stratégies suivies par les différents États et engagées en termes de cybersécurité, quels sont les risques liés à l'absence de cadre clair bien défini pour tout le monde. Et on a évoqué tout à l'heure, comme le disait Jean-Noël, on parlait de sécurité, de cybersécurité un peu avant comme un pompier. Aujourd'hui, c'est une stratégie définie clairement pour la plupart des grandes entreprises. Et donc, comment pallier aux potentielles faiblesses juridiques pour décrypter tout ça. Donc, on a un panel très spécialiste. Vous êtes certainement encore plus spécialiste que moi, que ce soit juridiquement, techniquement ou en termes de stratégie. Voilà, donc on va surtout vous écouter. Et nous avons donc avec nous, alors je vais commencer en étant galant, malheureusement pas du tout d'équilibre homme-femme, mais nous sommes certains que la qualité portée par Oriana sera au rendez-vous. Oriana est avocate. Elle est avocate en qualité de DPO et avocate. Oriana traite les enjeux liés à la conformité dans les divers environnements allant de la PME à la multinationale, en France et à l'international. Et elle dispose d'une double compétence en droit de gestion de projet, lui permettant de mettre son expertise juridique au service des entreprises, notamment du droit des données personnelles et la cybersécurité. Oriana s'intéresse de plus en plus à l'Afrique, d'après ce que j'ai compris, et elle nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Nous avons Youssef Mazouz, qui est secrétaire général du Centre africain de cybersécurité au Maroc. Mais vous êtes également secrétaire général de l'Institut national du travail social, si je ne me trompe pas, ainsi que responsable informatique au ministère de la Solidarité familiale, de l'égalité et du développement social. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Vous présenterez également un petit peu ce que veulent dire toutes ces différentes casquettes en termes de cybersécurité aujourd'hui. Et je vous remercie de votre présence. Vous avons également alors Monsieur Adnan Ben Alima, qui est vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée du groupe Huawei. Tout le monde connaît Huawei ici. Ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ils ne vont pas beaucoup en Afrique. Donc Adnan travaille chez Huawei depuis 2005.
et a piloté de grands comptes opérateurs et gouvernementaux à la Direction générale des pays africains. Et il a également été en charge de lancement de plusieurs projets de réseaux 3G, 4G, de réseaux fixes à très haut débit dans les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Donc Adnan, en tant que représentant d'une grande entité internationale spécialisée dans les réseaux, dans les systèmes d'information, dans la fibre et bien sûr dans la cybersécurité, nous donnera son point de vue du point de vue opérateur, on va dire. Voilà, donc, oui, excusez-moi, Monsieur Chrysomo, puisque vous avez été présenté tout à l'heure rapidement, mais je vais le faire maintenant peut-être un peu plus en détail. Donc, vous êtes président d'Afrique Cybersécurité, vous êtes basé à Paris, mais vous êtes, je crois, franco-congolais, et vous êtes un ancien responsable informatique au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes président du réseau Afrique Cybersécurité, le réseau des experts en management de la sécurité des données numériques, et vous êtes directeur associé au sein du cabinet parisien NP Consultant. Et vous, à ce titre, vous conseillez, vous accompagnez des dirigeants dans la digitalisation des processus de sécurisation de leur patrimoine. Et voilà, donc vous avez plusieurs casquettes, vous en parlerez peut-être dans vos propos. L'important, c'est d'écouter maintenant votre avis. Donc, moi, j'ai une question générale et qu'on va détailler un peu ensemble. Aujourd'hui, on comprend que la cybersécurité est un axe stratégique de développement pour toutes les entreprises et pour les États. On fait face à une augmentation du nombre de partages de données, que ce soit le cloud, que ce soit au travers des différents pays, les échanges de données. On augmente bien sûr le volume de données, en Afrique notamment. Les entreprises internationales se positionnent de plus en plus pour accompagner les administrations, les citoyens dans l'apport de nouvelles technologies. Mais on sait aussi que toutes ces nouvelles technologies, se démultipliant, cette capacité à développer des nouveaux usages augmente potentiellement le risque d'accès bienveillant ou malveillant d'ailleurs, aux données personnelles et bien sûr aux données professionnelles et voire encore pire, données stratégiques et sécuritaires des différents pays ou des organisations. Donc moi, je vais commencer peut-être de manière un peu générale en posant très rapidement à chacun d'entre vous et après je vais peut-être aller un peu dans le détail. C'est quoi pour vous la cybersécurité par rapport à tous les enjeux que je viens d'évoquer? J'en ai oublié certains. Quels sont ces enjeux en termes de juridique, en termes techniques, en termes éventuellement humains de la cybersécurité en Afrique en particulier? Et puis je vais, peut-être que c'est pas si allant que ça, mais je vais le faire quand même, donner la parole à Oriane pour qu'elle nous donne son point de vue et après on parlera peut-être un petit peu plus de juridique. Oriana, qu'en pensez-vous? Alors, c'est dur comme question pour commencer. Bah non, mais faut bien commencer quelque part. Pour moi, c'est un enjeu. Exactement. Alors, pour moi, c'est clairement un enjeu essentiel, mais vous venez de parler de données stratégiques. Je crois qu'il n'y a pas plus stratégique comme risque à couvrir, tant pour les acteurs publics que pour les acteurs privés. Aujourd'hui, c'est essentiel pour les acteurs privés dans le cadre de la protection des données qu'ils traitent, mais également de leur business model. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la question de la cybersécurité, c'est impossible, ce serait irresponsable de la part des dirigeants d'entreprises. Et pour le secteur public, pour moi, c'est une stratégie nécessaire qui est peut-être parfois ingrate parce que la cybersécurité, la sécurité informatique au sens large, c'est ce qu'on ne voit pas parce que quand ça va bien, on n'a jamais de problème et du coup, on ne se pose jamais de questions. Donc, c'est peut-être parfois un peu ingrat, mais en tout cas, pour moi, c'est fondamental et ça doit être au cœur des problématiques des États aussi pour protéger leurs concitoyens, leurs ressources et puis protéger ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire tout leur patrimoine. Plus largement. Mais justement, est-ce que le secteur privé n'a pas quelque chose à apporter de manière un peu fondamentale dans cette stratégie de la part des États pour les accompagner, peut-être de manière pas spécialement technique, mais aussi plus, j'ai envie de dire, plus philosophique quelque part, en partage d'expérience ou autre, et au juridique aussi, pourquoi pas? Alors, en partage d'expérience, je pense qu'en partage d'expérience, c'est important. Et puis aussi parce que les acteurs privés, ils vont être un moteur extrêmement fort avec un temps beaucoup plus court que le temps politique. Un acteur privé, ça a un rythme des besoins avec un rythme, une cadence
beaucoup plus important que le temps politique qui, on peut dire un peu vulgairement, agressivement, est un temps d'élection. Donc le rythme politique est souvent très lié aux élections, là où l'opérateur économique, le privé, ne se pose pas cette question. Il a besoin de s'inscrire dans le temps, s'inscrire dans une démarche qui va être durable, que les investissements qu'il réalise soient pérennes. Et pour moi, ce sont d'excellents leviers d'une politique générale parce que les acteurs privés peuvent accompagner les politiques et les politiques vont pouvoir par la suite accompagner le secteur privé. Il y a vraiment quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la complémentarité, jamais de l'opposition. Et là, en ça, pour moi, les acteurs privés sont essentiels à la bonne marche, en tout cas à la mise en bonne ordre de marche au niveau d'un pays, au niveau d'une région. Et est-ce que l'arsenal juridique... D'accord. Et est-ce que l'arsenal juridique, on parlait de Malabo, des accords de Malabo, aujourd'hui est suffisamment appliqué pour accompagner cette coopération, ou est-ce qu'on peut envisager, pourquoi pas, de prendre exemple sur ce qui se fait aujourd'hui en Europe avec la RGPD, quand on parle des données personnelles, mais je n'ai pas d'autres exemples ici en tête, mais on peut en avoir d'autres. Alors, on pourrait prendre, je crois que l'exemple du RGPD, c'est qu'une illustration parmi d'autres. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir un texte qui est inspirationnel. Il y a quelques secondes, vous me parliez d'éthique dans la gestion des données, etc. C'est un texte inspirationnel qui lui-même s'inspire d'un texte qui est très ancien, enfin, en tout cas assez ancien. Je veux vexer personne, les personnes qui sont nées avant 1978 dans cette salle. Mais en tout cas, c'est un texte qui a une inspiration philosophique et une inspiration légale qui est assez ancienne et qui, on le voit, a des impacts dans d'autres régions du monde, même dans des coins, je dirais, qui sont quand même le symbole du développement capitaliste de la donnée. On voit naître, notamment en Californie, des textes qui s'inspirent de la protection des données telle que nous, on l'a établie en Europe. Mais plus largement, qu'on prenne en exemple ce texte ou qu'on en prenne un autre, ça va quand même, tout le monde va dans le même sens. Il y a une prise de conscience internationale, mondiale sur ces questions et il est temps de se saisir, même au niveau régional, peut-être au niveau étatique, enfin, peu importe, en tout cas dans un premier temps, peu importe le niveau sur lequel on va raisonner, l'important étant de travailler sur ces sujets. Après, aujourd'hui, c'est insuffisant, même s'il y a une démarche. Pour moi, c'est insuffisant et il va falloir, même si les travaux vont tous dans le même sens, enfin, souvent en tout cas vont dans le même sens, il va falloir accélérer, je pense, pour le continent africain parce que c'est un enjeu majeur aussi au niveau économique et ce serait dommage de passer à côté. Donc, je pense qu'on a tout à gagner et on a tous à gagner à ce que des zones, des régions entières augmentent leur niveau sur ces aspects et arrivent à des consensus forts sur ces questions. Après, il peut y avoir des spécificités locales. Hein. On le voit en Europe. On a autant de législation nationale qu'il y a de pays européens, mais on a un socle commun qui est le RGPD. Aujourd'hui, c'est absolument pas une opposition et c'est pas grave, c'est bien au contraire. D'accord. Et donc du coup, ça me fait penser, Chrysotome, au Congo. Le Congo vient de ratifier la convention de Malabo. Est-ce que justement, ça va dans le sens de cette réflexion sur une convention supranationale qui viendrait s'appliquer au niveau national? Et par ailleurs, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Et est-ce qu'il ne serait pas plutôt voilà, est-ce que c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est devenu obsolète? Qu'en pensez-vous? On vous entend pas, Monsieur Chrysotome. Il faut vous démuter. Ok, voilà, démuter, en fait, il faudra le remettre, voilà, il faudra refaire le dictionnaire, le Larousse. Je me suis donc démuté. Donc, je disais, ce qu'il faut comprendre, c'est que la convention de Malabo, elle avait été donc proposée en 2014. Ouais. En 2014 et en 2018, ici en Europe, donc il y a eu le RGPD. Ça, c'est de un. Et de deux, lorsqu'il avait été proposé, c'était justement dans
on était en présence, en tout cas, on était en plein. Voilà. C'était à l'époque où les télécommunications donc, prenaient de l'essor en Afrique. Et la question qui se posait, justement, c'était avec la régulation des télécoms, venait donc avec la cybercriminalité. Et justement, lorsqu'on le faisait, comme je le disais, ça faisait plus allusion aussi au commerce électronique qui, dans l'entendement, c'était beaucoup plus le commerce qui se faisait au travers donc d'Internet. Or, aujourd'hui, le commerce ne se fait pas seulement au travers d'Internet, mais avec ce qui est la composante essentielle donc, de l'écosystème numérique, qui est la donnée, puisqu'on parle de commerce, d'économie numérique. Tout ça, c'est pour dire que lorsque déjà le texte en lui-même, lorsqu'il avait été proposé, il y avait une date limite de ratification. Je pense que la date limite de ratification avait été dépassée. Et à la date limite de ratification, on était à, je pense, à 8 ou 5 pays qui avaient signé cette convention. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on présente au président de la République de signer un acte, cet acte donc de Malabo, le geste en lui-même, il démontre qu'il y a une prise de conscience, mais sur les faits, ça arrive un peu tard parce que dans l'État, de toute façon, et quand on voit l'évolution, en tout cas la maturité de l'ensemble des pays africains, de mon point de vue, ce texte, et pourtant, il posait les bases vers ce que venait de dire notre ami Oriana. Voilà. Mais ça a été une occasion, Oriana, en fait, mais pour moi, ça a été, en fait, le Malabo, c'est une occasion ratée. Et donc, je dirais, la prochaine occasion à ne pas rater, c'est justement être présent plus que jamais dans toutes les négociations qui se font aujourd'hui autour de la cybersécurité, autour de la donnée. Quand je dis ça, je fais allusion en fait aux discussions qui se font au niveau de l'OMC, où justement on discute sur le commerce sur les données numériques. Or, là-dessus, le continent africain, en tout cas, de mon point de vue, il est muet. Donc, voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Alors, on en a parlé beaucoup hier, notamment le commerce des données, du fait des grands acteurs du numérique et tous, hein, on comprend la valeur de la donnée qui est de plus importante aujourd'hui, c'est le nouvel or noir, entre guillemets. Mais du coup, quand on voit arriver des nouvelles technologies, notamment comme la 5G, qui vont démultiplier encore plus la quantité de données, alors qui ne seront pas spécialement des données personnelles, à caractère personnel, qui sont très sensibles et dont il faut mesurer l'intérêt de les protéger, mais malgré tout, pour certaines entreprises, ces données sont aussi très sensibles. Et je voudrais poser cette question à M. Mazou. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut éventuellement, sur lequel il peut donner son avis, mais globalement, quels sont autour de ces enjeux de nouvelles technologies et d'augmentation de la quantité de données qui arrivent aujourd'hui dans nos smartphones et dans nos systèmes, qu'est-ce que la cybersécurité va devoir mettre en place en plus, au-delà des aspects juridiques, pour continuer d'assurer le développement de l'Afrique sans freiner et en garantissant la sécurité de tout le monde? D'accord, merci. Avant de commencer, j'aimerais bien exprimer l'excuse de Monsieur le Président qui était normalement censé être présent avec vous. Il avait un empêchement à la dernière minute. Donc, je le remplace. Mais c'est très bien, vous êtes secrétaire général, c'est aussi bien pour nous, vous savez. Ouais. Je suis le secrétaire général des CAC, du Centre africain de cybersécurité. D'ailleurs, on a créé ce centre pour répondre à la question que vous venez me poser. L'enjeu de cybersécurité, on sait qu'actuellement, les systèmes d'information, ils font aujourd'hui partie intégrante du fonctionnement de toutes les organisations, soit des organisations publiques ou privées. On sait également que l'évolution de la technologie digitale et l'égale évolution des menaces, surtout avec ce qu'on avait vu derrière moi avec le coronavirus et le basculement vers tout ce qui est numérique et digital, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation des menaces. Donc, sécuriser et contrôler l'information devient un enjeu majeur pour toutes les organisations. Avec l'essor en même temps de la cybercriminalité, qui est devenue une activité très profitable et qui génère plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. On a vu des rapports
qui parle de ça. La cybercriminalité, c'est une activité qui est peu risquée. Seuls 5% des auteurs d'infractions sont arrêtés et condamnés, ce qui veut dire que la cybercriminalité est une activité profitable pour les hackers. Et c'est une activité qui est techniquement simple parce qu'on sait pour la technologie, très souvent les outils sont disponibles sur Internet. Donc de là, on sait que l'enjeu de la cybercriminalité, de la cybersécurité devient très important, surtout en matière de protection de données. Vous avez parlé de la technologie 5G qui va ouvrir un peu le monde sur le big data et une grande quantité, un grand volume de données qui met en risque les données à caractère personnel. Aussi au Maroc, on a anticipé ça, on a voté la loi 0809 de protection des données à caractère personnel en 2009 et on a créé un comité national de protection des données à caractère personnel. Donc le Maroc, on est conscient de l'enjeu de la protection des données à caractère personnel. Là, on pense à s'adhérer à la RGPD pour un peu cerner la protection des données à caractère personnel. Tout ça, il met en évidence l'importance de la cybersécurité dans la protection des données à caractère personnel, surtout avec l'essor de la technologie et de la big data. D'accord, merci. Alors justement, ça va me faire passer, je voyais monsieur Adnan Ben Alila qui utilisait son téléphone. J'imagine que c'est un Huawei que vous avez utilisé au moment où votre collègue parlait. Peut-être qu'on était en train de vous dire, fais attention à ce que tu vas dire en parlant de ce que Huawei peut proposer comme solution pour lutter contre la cybersécurité. En l'occurrence, les hackers, les criminels et les honnêtes gens utilisent aussi tous les mêmes systèmes. Mais alors du coup, que fait Huawei pour faire en sorte que leur téléphone, mais aussi tous les systèmes que vous mettez en place en Afrique, permettent de lutter contre cette cybercriminalité et bien sûr protéger les données personnelles et professionnelles? Alors, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais bien préciser quelque chose avant tout, c'est que le sujet de la cybersécurité est la priorité la plus haute dans notre travail. Ça veut dire que depuis les dernières années, Huawei place l'aspect cybersécurité comme la ligne rouge à ne jamais dépasser, et ça va même avant tous nos intérêts commerciaux. Il faut préciser quand même qu'il y a plus que 3 milliards de personnes dans le monde qui transitent sur des équipements Huawei, sur des réseaux fournis chez des opérateurs sur la base des équipements Huawei. Donc la responsabilité qu'on a par rapport à la disponibilité des services, par rapport à la fiabilité des services et des produits, elle est énorme. Et du coup, donc, la cybersécurité, c'est notre priorité la plus absolue dans tout ce qu'on fait. Et dans ce sens-là, Huawei elle a mis en place plusieurs mécanismes et une stratégie globale pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de ces équipements. D'ailleurs, j'aimerais bien détailler quelques-unes par rapport à ce sujet-là. Donc, nous, essentiellement, on est conscient que dès la conception même du produit, c'est là où il y a une partie de la cybersécurité qui se joue. Donc, on se base sur des standards de conception de données, ce qu'on appelle IPD, Integrated Product Development, d'accord? Donc, pour introduire le volet cybersécurité et la protection des données au moment de la conception même du produit, d'accord? Aussi, l'utilisation des bons standards et des bons process et le modèle de gouvernance globale pour assurer ça. Donc, je donnerai quelques chiffres par rapport aux efforts qu'on fait en recherche et développement. Il faut dire que Huawei, on dispose de 95 000 ingénieurs qui font que de la R&D, bien entendu dans plusieurs secteurs, mais essentiellement sur la cybersécurité. Et du coup, on est les plus gros contributeurs en termes dans les standards 5G, par exemple. Les Huawei contribuent à plus que 20% du global des standards 5G par rapport à tout ce qui a été déposé. Et on chiffre donc à peu près plus de 90 milliards de dollars investis les 10 dernières années en recherche et développement. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce sujet-là, il est extrêmement important pour nous. Et d'ailleurs, ça se concrétise en termes de brevets déposés
en termes de coopération avec les organisations internationales. D'ailleurs, si vous entendez parler... Alors, si on n'en avait pas entendu parler, on en entend encore moins parler maintenant. On n'a pas compris, on ne vous a pas entendu, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter? Ça a été coupé, on ne vous a pas entendu. La dernière phrase. D'accord, donc le NESAS, c'est le Network Equipment Security Insurance Scheme, d'accord? Donc c'est un mécanisme mis en place par le 3GPP et le GSMA, donc pour être le standard de qualification des produits en termes de cybersécurité. Et il faut noter que Huawei, depuis le mois de mai 2020, était le premier fournisseur au monde à passer cette validation de NESAS qui est reconnue à l'échelle internationale. D'accord? Donc, la coopération avec des organisations internationales, la transparence à travers des centres de tests et de validation, on en a plusieurs en Europe, en Angleterre, en Allemagne et à Bruxelles pour la Commission européenne. Donc, on ouvre tous les tests et les validations possibles à nos partenaires et aux parties tierces pour valider les solutions qu'on propose. D'accord? Donc, on focalise beaucoup sur la transparence, sur la conception des données, sur la recherche-développement, mais aussi sur la conscience, sur le awareness. Que ce soit de nos équipes, on impose des règles très strictes à nos ingénieurs qui déploient les équipements. Donc, on a des tests et des examens chaque mois pour nos ingénieurs, sachant que le taux de passage, le score, il doit être de 100%. On n'accepte pas moins que 100% pour passer ces tests-là. Et celui qui ne passe pas ces tests chaque mois, il n'est pas qualifié pour travailler chez un client. D'accord? On augmente aussi cette conscience au niveau de nos partenaires parce qu'on travaille aussi avec des partenaires. Il y a des composantes qu'on achète chez nos partenaires. Il y a aussi des partenaires qui nous aident à déployer certains équipements dans les différents pays du monde. Donc, on leur impose aussi des process et des réglementations par rapport à ça. D'accord? Et bien sûr, avec le client final, essentiellement les opérateurs, on a des règles très strictes donc de follow-up et d'implémentation de projets. Un autre aspect aussi par rapport à la cybersécurité, pour nous, c'est la disponibilité du service, parce que ce qu'on appelle Business Continuity Management, BCM, ça veut dire qu'en aucun cas, quelle que soit la raison, le service doit être interrompu. Et cela donc, couvre aussi bien la phase de déploiement, la phase de maintenance et la phase d'exploitation. Donc, nos SLA, nos temps d'intervention, ils sont extrêmement courts. Notre chaîne logistique à travers le monde, donc, elle est extrêmement rigoureuse pour pouvoir fournir les équipements à temps, les pièces de rechange, etc. Donc, n'importe où et n'importe quand dans le monde. Et ça, on l'a démontré dans la période Covid parce que durant la période Covid, il y a eu une augmentation incroyable du trafic data dans tous les pays du monde. On parle de 100% dans certains pays, à 40, à 50% dans certains autres pays. Mais pendant le confinement, tout le monde était en ligne et ça a engendré un trafic data qui est parti en exponentiel. Et les opérateurs n'étaient pas du tout prêts à ça. Et du coup, nous, en tant que fournisseurs, on a su s'adapter à cette situation et on a garanti à nos clients et à nos opérateurs de fournir le service. Et ça aussi, ça rentre dans le volet cybersécurité parce que les services en ligne, maintenant, il y a des services qui sont à titre pour des usages personnels comme les réseaux sociaux ou autres. Mais maintenant, avec la 5G, je réponds à la question que vous avez posée, avec l'introduction de nouvelles technologies, 5G, IoT, etc., maintenant, Internet, elle est utilisée plus dans des scénarios B2B. Donc, on parlera de transformation digitale de l'économie dans l'industrie 4.0, des smart cities, d'introduction de digital dans tout ce qui est e-government, dans le transport, dans les finances, dans l'agriculture, etc. Donc, dès que ces secteurs clés rentrent dans le jeu, eh ben, la disponibilité du service et la fiabilité des réseaux, elle est une base de la cybersécurité avant même de parler de protection de data et de cyberattaques, etc. Donc nous, en tant que fournisseurs d'infrastructures, ça, c'est un focus principal, bien sûr, avec aussi les règles et les mécanismes de protection contre les cyberattaques, etc. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, les hackers, ce ne sera plus des personnes, en fait. C'est des logiciels.
ce seront des logiciels intelligents qui vont attaquer, et là, ça deviendra beaucoup plus compliqué. Ouais. Sachant que jusque-là, on parlait de 7 milliards de connexions, parce qu'on est 7 milliards de personnes dans le monde, mais dans les 10 prochaines années, on va parler de plus que 100 milliards de connexions, parce que en introduisant l'IoT, l'Internet of Things, Oui. les objets seront connectés entre eux, ils seront connectés avec les personnes, et donc du coup, ça va ouvrir des centaines de milliards de nouvelles connexions, et by the way, donc de nouvelles brèches donc dans les réseaux, sachant que pour l'IoT, pour les devices qui seront utilisés, parfois, c'est des devices très simples, hein, c'est des capteurs, et ils n'ont pas beaucoup d'intelligence, et là, il y aura beaucoup de brèches d'entrée dans les réseaux. D'accord. Donc tout ça sont des enjeux auxquels on pense, et notre but principal, encore une fois, c'est d'assurer le bon fonctionnement de tout ça, et ça passe avant tous nos intérêts commerciaux, et on ne joue pas avec ça. Eh ben, très bonne position, merci. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure pour demander à Oriana quelque chose. Vous parliez de awareness et de sensibilisation des collaborateurs et des citoyens, qui est aussi un des moyens de lutter contre la cybersécurité, notamment quand les cadres juridiques sont potentiellement insuffisants ou pas assez appliqués. Il y a bien sûr ce que vous disiez sur les technologies qui vont augmenter encore plus le nombre de connexions, encore plus les risques. Est-ce que cette awareness, cette capacité à sensibiliser les citoyens et les collaborateurs, Oriana, est suffisant pour pallier à ces éventuels manques ou non-application du cadre juridique et ces potentiels risques nouveaux liés aux nouvelles technologies, liés bien sûr à l'arrivée de la 5G et autres qu'on ne voit pas encore arriver aujourd'hui? Oriana? Alors, non. Très simplement, la réponse est non. En tout cas, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je pense que c'est impérieusement nécessaire. On doit former, on doit sensibiliser déjà. Avant de former, il faut déjà sensibiliser. Je me permets juste de faire une distinction entre ces deux notions. On n'a pas besoin que tout le monde devienne un crack de cybersécurité. Par contre, on a besoin que tout le monde ait une hygiène minimale en termes de cybersécurité. Donc pour moi, c'est vraiment la question de la sensibilisation qui doit être au cœur, je reparle du politique, mais au cœur des politiques globales dans les pays. Ça doit être un élément. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir des élèves au lycée, au collège qui n'ont jamais entendu parler et qui ont des cours de techno qui n'a rien à voir avec un ordinateur et ce qu'ils font au quotidien finalement quand ils se baladent avec leur téléphone portable. Donc pour moi, ça c'est indispensable. On doit sensibiliser la population. On doit sensibiliser aussi en obligeant les sociétés, les acteurs privés à sensibiliser leurs collaborateurs, mais parce qu'il en va de la sécurité de leurs données, mais également des données de l'entreprise et des données que l'entreprise manipule et que les collaborateurs manipulent au quotidien. Et puis, je vous disais non, que la sensibilisation ne suffit pas. En fait, je reviens sur une idée qui a été brillamment développée il y a quelques secondes. Aujourd'hui, un hacker, c'est quelqu'un qui vit assez sereinement parce qu'il n'y a pas de réponse pénale, en tout cas suffisamment forte, suffisamment contraignante pour l'empêcher de le faire. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils font une analyse de risque. Si quand je tente quelque chose, la probabilité que je sois sanctionné est faible, ben je tente. Et puis là, c'est comme au casino, sauf que le casino, là, il est à l'inverse, c'est-à-dire qu'il est au bénéfice pour eux et au détriment, à notre détriment. Donc, à chaque fois qu'ils jouent, ils ont une chance, je dirais qu'ils ont plutôt 8 chances sur 10 que ça passe bien. Moi, si je vais au casino en me disant que j'ai 8 chances sur 10 de gagner, je vais y aller, hein, aucun problème. Bah, eux, ils sont dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça que sensibiliser, former, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut qu'il y ait une réponse en face. Et cette réponse, elle ne peut avoir de portée que si on a une vraie volonté politique de porter ces questions et de sanctionner ce comportement. Mais donc une réponse juridique, mais une réponse, je dirais, aussi policière, enfin, de manière générale, de coopération, de collaboration entre les institutions pour pouvoir avoir cette capacité de faire appliquer la loi. Je vous vois opiner du chef longuement, Monsieur Azouz, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et un complément peut-être d'information là-dessus, Oriana, sur cette manière de pouvoir faire appliquer la loi? Alors, justement, ce que vous soulevez là, c'est la question de la coopération aussi entre États. Aujourd'hui, quand tout à l'heure on parlait de la possibilité d'avoir des réglementations à l'échelle
régional. Donc nous, comme en Europe ou en Afrique, avec une ambition d'une convention régionale, pour moi, il doit aussi y avoir une coopération entre les régions entre elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus pouvoir avoir des acteurs qui s'établissent et qui se disent bah, c'est pas grave, moi je fais mes redondances sur des serveurs qui sont en Thaïlande, donc je suis tranquille. Non, ça c'est plus possible. Aujourd'hui, si on dit le commerce est international, si on dit le business est international, bah, la sanction pénale doit être aussi internationale. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il va falloir arriver à se mettre autour de la table et à trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de zone de non-droit. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un pays, la zone de non-droit, puisque au final, il n'y a plus de pays sur la problématique de la cybersécurité, de la cybercriminalité. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières. Internet ne connaît pas de frontières. Internet ne se dit pas, ah là, je m'arrête, c'est bon, je suis changé. Non. Donc, il va falloir trouver cette réponse. Je caricature, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on voit avec le Covid. Si finalement la cybercriminalité, c'était le Covid, bah, ça marcherait pareil. Il y a frontières, c'est pas vrai. Donc, qu'on soit un micro-organisme ou qu'on soit un virus informatique, il n'y a pas de frontières. Donc, il faut arrêter de raisonner en frontières. Oui, malheureusement, il n'y a pas que les virus informatiques en ce moment qui traversent les frontières. Mais bon. D'ailleurs, ça nous empêche de nous voir en vrai et c'est bien triste. Oui. Oui, en fait, finalement, à part les forfaits telco qui ne passent pas le roaming et qui sont parfois trop chers, à part ça, le passage des frontières de la data, elle est facile. Adnan, je vous voyais... enfin, monsieur... Non, pardon, monsieur... oui, c'est ça. Non, c'est pas Adnan, c'est monsieur Azouz. Je n'ai pas votre prénom. Je vous voyais opiner du chef largement. Vous aviez l'air très content de ce que disait Oriana. Je voudrais vous voir réagir par rapport à ça. Ah, on ne vous entend pas, alors si. Voilà. Oui, bien sûr, parce que moi j'ai vécu quelques expériences à ce propos-là, parce que je me souviens là, lorsque j'étais ex-RSSI dans un ministère, on a été attaqué parce que la ministre il a déclaré une déclaration qui n'a pas plu aux hackers. Ils ont attaqué notre site web pour écrire des mots contre la déclaration de Mme la ministre. Donc, ce qui joint l'idée de Mme Oriana, qui dit que c'est facile, c'est une action qui est facile pour les hackers d'attaquer et moins de risques d'être punis. Nous, au Maroc, vu l'ampleur on était conscient de l'application de la loi. Avant, la cybersécurité, elle était entre les mains du ministère de l'Industrie et de l'économie numérique. Mais depuis 2009, il y avait la création de la Direction générale de sécurité et systèmes d'information à l'administration de la défense nationale. D'accord. C'est l'armée qui tient maintenant la protection du système d'information et des cybersécurité. Et avec la création de cette Direction générale de sécurité et systèmes d'information, il y a eu la promulgation du décret en 2011 qui a instauré une norme, une référence nationale et une référence nationale en matière de sécurité des systèmes d'information, qui est la directive nationale de la sécurité des systèmes d'information, que les organisations publiques ou privées doivent s'aligner à cette directive qui est inspirée de la norme ISO 27002. Dernièrement, avec ce qui s'est passé dans le confinement, il y avait la préparation d'un projet de loi qui va être bientôt discuté au Parlement. Il s'agit du texte qui prévoit des normes et dispositions de sécurité applicables aux infrastructures vitales et celles applicables aux exploitants des réseaux publics de télécommunications et des fournisseurs d'accès à Internet. Donc, c'est une loi qui va un peu ajouter une valeur, une plus-value pour l'arsenal juridique déjà existant au Maroc en matière de protection du système d'information, sans oublier les dispositions de la loi pénale qui stipule des sanctions très lourdes pour les hackers. D'ailleurs, on a déjà au Maroc des exemples de verdicts qui ont été très lourds pour des personnes qui ont commis des infractions en matière de cybersécurité. D'accord. Alors, moi, ça me fait penser que c'est vrai que nous aussi, en Europe et notamment en France, on a créé une direction cyber à l'armée. C'est remonté jusqu'au niveau de l'armée. Hein.
Donc c'est un sujet bien évidemment d'intérêt national. Je voudrais revenir à un propos qui a été évoqué tout à l'heure sur la formation des jeunes, sur la sensibilisation, mais au plus tôt, hein, et poser la question à Monsieur Chrysotome. En Afrique, de manière générale, évidemment, on conçoit bien qu'il y ait une vraie différence entre la capacité, malheureusement, de certaines écoles à former, on en parlait tout à l'heure, à la cybersécurité. On forme des gens à l'utilisation de la bureautique, et puis en face, les jeunes, ils ont des smartphones, et ils peuvent, avec des smartphones, faire du hacking, et comme le disait Oriana, gagner 8 fois sur 10. Qu'en pensez-vous, Chrysotome, notamment au Congo, mais en Afrique en général, et par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place sur le continent, avec l'école de cybersécurité de Dakar, par exemple, est-ce qu'on est sur la bonne voie de la prise en charge, la prise en compte de la cybersécurité, ou plutôt dans la formation des jeunes, et puis plus tard, après, dans la vie professionnelle? Alors, vous démutez aussi. C'est en effet un terme qu'on va pouvoir mettre dans le dictionnaire, vous avez raison. Ok, voilà. Donc là, je me suis démuté. Mais, déjà, peut-être qu'avant de répondre à la question, je vais quand même essayer de réagir à tous les propos que j'ai entendus, de manière aussi un peu à me mettre en perspective. Ce que je voulais dire déjà dans un premier temps, c'est que autant aujourd'hui, au niveau des États africains, ils ont tout intérêt à copier, quand je dis copier, à s'inspirer de ce qui se fait au niveau donc des entreprises multinationales en matière de cybersécurité. Dans le sens où le discours prononcé par notre ami, le représentant de Huawei, devrait aussi en fait inspirer nos dirigeants. Pourquoi je le dis? Parce que si pour une société de services, le service rendu, c'est au travers d'un produit, et lequel produit, effectivement, doit satisfaire à toutes les normes. Pour les États, le service rendu, c'est rendu au travers des projets. Et dans ce sens, en fait, tout projet en Afrique doit pouvoir intégrer la notion de cybersécurité. Tout projet de développement, tout projet de mise en place de politique. Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a aussi cette notion, en fait, de conformité. La notion de conformité dans le sens où notre ami du Maroc l'a bien dit, parce que la loi ne vient que conforter une nécessité. La nécessité, c'est quoi? C'est de protéger ces réticents tant sur le plan physique. Alors, on a une mauvaise connexion, Monsieur Chrysotome, on n'a pas entendu les 2 dernières phrases. Ah. Donc, je disais, en fait, autant pour la loi ne vient que pour conforter, en fait, une nécessité. Okay, c'est clair. Tant pour les rendre des comptes à leurs investisseurs que pour les États au Québec qui doivent garantir de leurs ressortissants tant dans le monde physique que dans le monde numérique. Donc, maintenant, concernant la formation, bien sûr, la formation pris séparément, on forme pour ne rien former. La formation, en fait, elle doit s'intégrer dans une vision globale. Donc, lorsqu'on parle de vision globale, donc on parle donc de politique, on parle de stratégie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'Afrique met en place une stratégie, cela va de soi que la formation va s'en suivre. Donc, j'en reviens donc à l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale de Dakar. J'insiste bien sur le vocable à vocation, dans le sens où, en fait, c'est un objectif, hein, c'est un objectif à atteindre. Et aujourd'hui, tant que les autres États n'ont pas pris en compte la mesure, c'est un peu compliqué. Et de 1, et de 2, la cybersécurité telle qu'elle est vue au niveau de l'école de cybersécurité, une fois de plus, en fait, c'est beaucoup plus l'aspect technique que l'aspect, en fait, le sens, donc, au niveau de la protection du patrimoine, de la ressource stratégique qu'elle a donnée. Je pense que là-dessus, il y a encore des efforts à faire
Et c'est vers cela, effectivement, que nous, en fait, on insiste au sein d'Africa Cybersécurité pour que les politiques prennent en compte la cybersécurité au niveau des données, donc former les gens à la sécurité numérique qui est bien au-dessus, en fait, de la cybersécurité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avant de vous poser d'écouter les questions de l'audience et peut-être faire un petit résumé de ce qu'on vient de se dire, Huawei, Monsieur Benalima, Huawei aujourd'hui, la collaboration avec les États, la formation des jeunes, la sensibilisation des collaborateurs, bien sûr les systèmes, tout ce que vous mettez en place. Bon, ok, je vais être un peu provocateur. Vous êtes malgré tout là pour gagner de l'argent. Vous êtes très présent sur le continent et vous le serez certainement encore longtemps. Vous savez que vous pouvez perdre aussi malgré tout beaucoup d'argent si demain vos systèmes étaient mis en cause. Vous disiez que c'est une priorité, mais en réalité, sur le terrain, avec les pays, quand on a des priorités, des enjeux de délai pour livrer, est-ce que finalement, concrètement, ça fonctionne toujours? Est-ce qu'on est sûr que ce qu'on va proposer comme système, comme réseau, va être totalement protégé, on va dire? Et est-ce que vos process garantissent que quelque part, ça l'est? Alors, je le répète encore une fois, la cybersécurité, pour nous, c'est la priorité la plus absolue. Quels que soient les délais, quels que soient les coûts commerciaux et quelle que soit l'importance du projet. On ne joue jamais avec ça. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on est présent dans tous les pays du monde, on est à peu près dans 175 pays. Il y a plus que 3 milliards de personnes qui transitent sur nos réseaux. Et à ce jour, il y a eu 0 cas relié à la cybersécurité par rapport à des équipements Huawei. 0 cas. J'insiste là-dessus. Donc, dans tous les pays c'est du déjà monde, une bonne réponse. Voilà, donc à ce jour, je peux vous garantir, je ne suis pas le seul, mais on a 0 cas d'incident par rapport à des équipements Huawei. Et ça, c'est notre devise, et on continue à assurer ça. Et tous nos efforts, la recherche qu'on fait et la collaboration qu'on fait avec les organismes internationaux les organismes en charge de la validation et le test, etc., vont dans ce sens-là. On joue la transparence. Et encore une fois, c'est la priorité qu'on fait avec nos partenaires et avec nos clients aussi, et quel que soit le projet en question. D'accord. Alors, on me dit qu'on a quelques questions de l'audience virtuelle que je ne vois pas. Et donc, on va vous les remonter. Alors, je ne suis pas sûr qu'elles soient adressées à l'un ou à l'autre. On va voir, Jean-Noël. Alors, il y avait une première question qui était pour Chrysosome. Vous avez mentionné tout à l'heure Malobo comme quelque chose d'intéressant mais d'obsolète maintenant. Sur quoi pourrait-on s'appuyer maintenant? Vous avez mentionné peut-être un travail des États africains de s'inspirer sur ce qui se fait des grandes entreprises cyber privées. Peut-être vous pouvez élaborer un petit peu mieux. Est-ce qu'il faut repartir sur un texte comme ça, fondateur? Quelles sont vos inspirations? Repartir sur un texte fondateur, enfin, quand on dit repartir, c'est toujours en fait au niveau sémantique, mais d'une certaine manière, ce que je veux dire par là, c'est de s'inspirer de ce qui est fait de mieux dans l'intérêt de l'Afrique partout ailleurs. Dans le sens où je vois, donc, quand on voit au niveau géopolitique, la manière dont la Chine utilise, en tout cas, se positionne et garantit ses intérêts, ça, il y a le bon côté, hein. De toute façon, je ne veux pas le détailler, mais lorsqu'on prend la 5G et quand on voit les discussions qui se font autour de la 5G entre les Américains et les Chinois, mais je pense que ce n'est pas dans la même dynamique, la même logique, en fait, que les Africains. Dans le sens où, compte tenu de l'accélération du temps de latence, la 5G pourrait être bien profitable à l'Afrique. Mais ils se seront inspirés de cela. Et lorsque je reprends le RGPD, en fait, qui est un texte fondateur qui est très bien, qui s'appuie sur les données à caractère personnel, mais l'Afrique aussi, en fait, a tout intérêt à protéger aussi ces données qui seraient stratégiques. Quand je parle des données stratégiques, c'est les données de santé, les données du fichier électoral, par exemple. Et de l'autre côté aussi, quand on voit le RGPD qui est mis pas en difficulté en tout cas, mais en parallèle avec le Cloud Act américain, qui justement, les Américains, ils protègent leur territoire.
eh ben, les Africains aussi, ils pourraient se mêler, et en fait, ils pourraient s'inspirer de cela. Dans le sens où, finalement, l'Afrique, en fait, elle n'a pas à jouer, surtout dans ce contexte de l'après-Covid, elle n'a pas à jouer d'infériorité en se disant, OK, ce sont les autres. Aujourd'hui, en fait, on a tout à gagner d'y aller. Et c'est ce que je dis, moi, dans mes démarches. Jusqu'à présent, jusqu'à un moment, je cherchais la vision politique des chefs d'État. Okay, je l'ai trouvé, en fait, la dernière fois lorsque j'étais à Kinshasa, avec le président Félix Tshisekedi, qui validait son plan national. Mais là, on était dans la vision. Sauf que la vision ne suffit pas. Il faut aussi aller plus en avant. Et c'est là, en fait, on a parlé maintenant de la notion de courage. Or, le courage, moi, je l'ai retrouvé en allant au Maroc avec la position donc, du royaume et de Mohamed VI, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui dit effectivement, voilà ce qu'il y a à faire là. Mais c'est tout ça qui doit être mis en phase pour permettre effectivement à l'Afrique de s'exprimer dans sa spécificité et dans le respect en fait des règles internationales. Donc, voilà ma réponse. Alors en fait j'ai une deuxième question qui vient se positionner un petit peu avec celle-là. Ça fait référence à ce dont a parlé Oriana tout à l'heure sur les frontières qui n'existent plus pour les virus. On a vu ce matin et hier, en parlant de connectivité, que finalement l'Afrique était en train de s'étendre d'un point de vue national vers des régions, avec une connectivité qui commençait à être interpays. La cybersécurité, elle n'a pas de frontières. Et pourtant, quand je me souviens de votre deuxième slide, Christosome, on voyait une disparité complètement différente entre les différents pays. Et on se rend bien compte, et ça a été mentionné par le monsieur de UAE, désolé pour votre prénom, mais que en fait cette disparité, elle pouvait être source d'infiltration. Un État ne va pas pouvoir faire une politique de cybersécurité à sa frontière et va forcément interagir avec des pays qui, eux, pourraient être des cibles de potentiels hackers. Alors, je ne sais pas, je vous vois bouger de la tête. Oui, non, mais en fait, mais ce que vous dites, c'est justement cela. Et puis, ce qu'il faut comprendre, et puis moi, le message que je fais passer, c'est que le deuxième slide, pour moi, c'était avant la pandémie. Okay, le discours il était un peu trouble, on ne pouvait pas mesurer l'impact. Aujourd'hui, avec l'effet de la pandémie et le positionnement stratégique du numérique, ce que j'en appelle en fait au courage politique des dirigeants, dans ce sens où on ne peut pas parler à 56, impossible. Parce qu'en matière de stratégie, arriver en retard, c'est déjà perdre la bataille, et de surcroît arriver 56, on n'est plus dans les signaux faibles, mais en fait, on est dans les... ça va dans tous les sens. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un problème d'homme. Et puis aussi, c'est un problème de génération. Aujourd'hui, on a la jeunesse qui, d'une certaine manière, maîtrise le numérique. Et c'est peut-être maintenant, à ces jeunes, il faut leur donner l'opportunité d'utiliser le numérique, mais vraiment au plus... voilà, le must. Or, le must, c'est quoi ? Même au niveau, lorsqu'on parle de la zone de libre-échange, c'est parce que, en termes de marché, le numérique, il n'est profitable que si on commence à parler en termes de presque de millions, de plusieurs millions de consommateurs. Je prends l'exemple du Bénin ou du Bénin ou du Gabon, à côté du marché intérieur de la RDC. Bon. Mais les deux prises ensemble, comparé au marché intérieur français, l'Afrique, en fait, peut avoir un avantage concurrentiel. Mais quand je le dis, ce n'est pas aussi pour dire, voilà, on va aller envahir la France. Non. Mais en arrivant autour de la table, et en arrivant autour de la table groupée, je pense que ça a du sens à moi. Voilà. Merci. Moi, j'aurais du coup une question à poser un peu à tout le monde, et puis peut-être ce serait une manière de conclure aussi, que chacun donne son avis sur, finalement, en quoi l'Afrique et les pays africains peuvent-ils être des exemples, puisqu'on voit l'Afrique à plein d'égards dans la data, dans l'usage des données, dans le mobile banking, dans la manière d'accélérer l'hybridation des entreprises notamment. Donc est-ce que et en quoi l'Afrique pourrait demain être un exemple justement de protection des données personnelles, de cybersécurité, et apporter quelque chose de révolutionnaire, de nouveau,
dont les autres pays pourraient s'inspirer. Est-ce que vous pensez que c'est possible et pourquoi? Donc j'ai envie de poser un peu la question à vous quatre et donc je vais commencer par Monsieur Azouz, aller au hasard. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, et puis en 2 minutes, comme ça on va essayer de conclure sur ce mot. D'accord. Donc, comme j'ai parlé tout à l'heure, l'Afrique, il est toujours en expansion en matière d'utilisation des nouvelles technologies, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation des menaces. Donc, pour moi, l'Afrique, il est sur la bonne voie. Il lui faut un peu du travail en matière de réglementation, en matière de cybersécurité, le renforcement de l'arsenal juridique, la mise en place des nouvelles technologies de cybersécurité. Il y a une partie dont on n'a pas évoqué dans ce panel, c'est la partie éthique de la cybersécurité. Il faut travailler aussi sur la partie éthique et la partie sensibilisation pour un peu rendre l'utilisation des nouvelles technologies et l'utilisation de bonne foi et pas de mauvaise foi. C'est ce que je pense. D'accord. Donc, ça ne répond pas totalement à ma question, même si c'est intéressant. Finalement, l'Afrique pourrait-elle être exemplaire en termes d'éthique sur la gestion des données personnelles? Vous y croyez? Eh ben, pourquoi pas? Allez, on va dire que ce sera ça l'avenir. Monsieur, une vision optimiste. Ouais, c'est bien, non, mais il faut l'être, on est là pour ça. Monsieur Benalima, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter demain, dans 10 ans, au monde en termes de cybersécurité? Okay. Merci pour la question. Moi, je vais répondre à cette question selon un autre angle de vue. En fait, la plupart des pays africains, c'est des pays en voie de développement, d'accord? Il y a un consensus entre tous ces pays-là, c'est que pour avoir des rythmes de croissance de leur économie avec des rythmes soutenus pour la période à venir, il y a un seul choix, c'est d'introduire le digital dans leur secteur d'économie. Et ce consensus-là, il est clair parce que, d'une part, le digital, il permet vraiment de booster tous les secteurs de l'économie, mais en même temps, il peut rattraper le retard entre les pays. Donc, il y a les pays développés qui ont des industries, qui ont de l'infrastructure lourde, etc. Et les pays en voie de développement qui ont besoin d'un coup d'accélérateur. Et le digital est très rapide à déployer et peut vraiment combler ce gap très rapidement. Donc, l'Afrique, elle a une opportunité parce qu'elle a aussi plein de ressources humaines aussi qui malheureusement migrent du sud vers le nord. Donc, ces pays-là disposent de ressources humaines et de capacités nécessaires, mais s'il y a une vision claire et politique d'aller vers le digital dans les secteurs clés de l'économie, il y a vraiment un bon coup à jouer et le gap, entre guillemets, le gap digital sera réduit très rapidement parce que ces pays-là vont profiter des dernières technologies directement. Donc, il n'y a pas d'évolution à travers des années. Donc, on peut court-circuiter ce process pour aller directement aux dernières technologies. S'il y a une vision claire pour aller vers ces technologies-là et sachant qu'il y a les ressources humaines nécessaires qui sont formés et on peut contribuer à mieux les former aussi. Donc, le gap entre pays développés et moins développés sur la partie digitale, il sera réduit très rapidement. Et là, les standards de cybersécurité ou tout autre type de standard relié au domaine des TIC sera aussi élevé qu'en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Donc, l'Afrique, elle a une opportunité à jouer et ça dépendra juste de nous de mettre ça comme une priorité par rapport à ce qu'on va faire dans les prochaines années. Et je pense que dans ce cas-là, l'Afrique pourra vraiment être un exemple sur ce sujet-là si vraiment on prend cette trajectoire-là. D'accord, très bien, merci beaucoup. Chrysotome, le mot de la fin pour envisager ce que l'Afrique pourrait apporter en termes de lutte contre le criminel cyber dans le monde. Je vais me démuter. Pour le mot de la fin, je vais citer mon père, qui me disait une génération, ça dure 25 ans, mais chaque jour qui passe, on en prend 25 ans de plus. Donc aujourd'hui, l'Afrique se retrouve à un tournant où justement il y a nécessité de mettre en avant
non seulement la vision, mais aussi le courage politique pour aller de l'avant. Bien sûr que le numérique, il peut tout faire, mais comme il a été dit par le représentant de Huawei, en y mettant la ligne rouge en matière de sécurité. Ça veut tout simplement dire que l'Afrique aujourd'hui, elle a tout à montrer au reste du monde si elle décide d'y aller dans le digital, en y incluant la notion de sécurité by design. Donc, tous les projets liés à la transformation digitale doivent satisfaire aux exigences et soient conformes aux réalités africaines. Et ça, c'est la cybersécurité qu'ils font et ils peuvent profiter de tout ce qui est fait à travers le monde. Très bien, Voilà, merci beaucoup. Super. Oriana, le mot de la fin. Est-ce que l'Afrique apportera une coopération exemplaire en termes de législation entre les États et les entreprises et les citoyens, ou est-ce que vous voyez autre chose? Qu'est-ce que l'Afrique pourrait apporter comme révolutionnaire demain en termes de sécurité digitale? Alors moi, je vois deux choses. Alors, je ne sais pas si c'est exactement en termes de sécurité, mais en tout cas, en termes d'évolution, je vois deux choses. Je pense que comme il a été très justement rappelé ici, c'est très compliqué déjà de mettre 27 pays autour de la table. Alors, plus de 50, ça devient quand même vite mission impossible. Donc moi, je crois beaucoup que l'Afrique pourrait être le symbole d'une évolution législative par une poussée du secteur privé qui, lui, sur un autre temps, viendrait faire corps avec ces problématiques et dirait nous, on va sur la question de la cybersécurité et on va y aller tellement fort et tellement vite que les politiques vont derrière suivre. Donc ça, pour moi, c'est une première chose. Et ensuite, je voudrais un tout petit peu ouvrir, puisque j'ai le mot de la fin. Et on a parlé de security by design, on parle aussi de privacy by design. Et moi, je voudrais parler aussi du fait qu'il y a aujourd'hui l'émergence d'une écologie by design. Et aujourd'hui aussi dans le secteur du numérique. Et si j'avais un vœu à faire, même si on est réunis aujourd'hui pour le sécurité, et d'ailleurs en France aujourd'hui c'est le 6e mois, eh bien ce serait que les acteurs prennent aussi cet enjeu écologique au même niveau que la sécurité. Donc, si un groupe comme Huawei pouvait entendre cette demande, je pense que ce serait fabuleux. Donc, si on pouvait avoir un triptyque de sécurité, privacy et écologie by design, je pense que l'Afrique et même le reste du monde auraient beaucoup, beaucoup à y gagner. Voilà, c'est mon mot de la fin. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. J'attendais pas moins de vous sur ce mot de la fin qui ouvre évidemment plein d'autres débats potentiels qu'on pourra avoir, malheureusement pas avec vous ce midi, mais qu'on va bientôt avoir ici ensemble au Pullman. Et je voudrais encore vous remercier tous les quatre. Vous avez été exceptionnels. Je trouve que la discussion a été fluide. On avait beaucoup de questions. J'avais reçu beaucoup de questions et j'en avais beaucoup à vous poser. J'ai quand même, en regardant ce que j'avais pu préparer en avance, pu brosser à peu près tous les sujets que j'avais en tête. Donc merci bien. Et puis je rends la parole à Jean-Noël. Merci Ludovic. Merci à toi. Merci à nos panélistes. Oriana, vous restez avec nous. On ne vous a pas oublié, mais je comprends mieux maintenant les poissons derrière vous. Il y avait un message subliminal pour votre